Expert en politique américaine, Antoine Yoshinaka est avec nous en ce dimanche matin. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors, on surveille ce matin ce sommet qui est en cours en Europe. C'est à Londres, sommet des grands dirigeants européens et de Justin Trudeau, qui est également présent, qui est arrivé tout à l'heure. C'est un sommet qui vise à parler de la sécurité de l'Europe, de la sécurité de l'Ukraine également, dans la foulée de ce qui s'est passé au Bureau ovale vendredi entre Zelensky et Trump. Est-ce que, selon vous, les États-Unis peuvent avoir quelque chose à craindre du fait que l'Europe, comme ça, et le Canada tentent de serrer les rangs? Je pense pas qu'ils aient nécessairement à craindre quoi que ce soit dans la mesure où ça cadre quand même assez bien avec la stratégie des États-Unis de vouloir se retirer un peu là, de ce qui se passe en Europe, en Ukraine. Ça fait depuis le premier mandat de Donald Trump que les républicains, que Donald Trump demande, exige justement à ses alliés européens d'augmenter leurs engagements militaires, leurs engagements auprès de l'Ukraine. Donc, dans ce sens-là, c'est un plus grand engagement, une plus grande participation de la part de l'Europe, du Canada là aussi, permettre justement aux Américains de diminuer leur participation en Ukraine face à la Russie, ce qui cadre quand même assez bien avec les intentions de Donald Trump. Ceci dit, dans la mesure où le président Trump voudrait présider, être celui qui amène la paix entre la Russie et l'Ukraine, évidemment, une plus grande participation de la part des forces européennes pour soutenir les efforts militaires du président Zelensky, ça pourrait nuire un peu à ce mouvement vers une paix possible. Donc, dans ce sens-là, oui, je ne pense pas que ça cadre nécessairement tout à fait avec les intérêts des États-Unis, mais je ne pense pas qu'ils sont nécessairement, ils craignent cette alliance, cette plus forte participation de la part des pays européens. Je comprends. Antoine, ce qui était marquant dans ce qui s'est passé vendredi, c'est la participation de J.D. Vance dans cette rencontre. Plusieurs ont souligné à quel point c'était inhabituel de voir un vice-président prendre la parole comme ça, se mettre sous le feu des projecteurs alors que le président est à côté. Il était très actif dans le cadre de ce conflit. J.D. Vance, qui était allé à Munich aussi faire la leçon aux pays européens dans les dernières semaines. C'est un vice-président, si on compare aux autres vice-présidents de l'histoire, là, qui est particulièrement visible. Il est très visible. Il est certainement beaucoup plus visible que son prédécesseur au sein de l'administration Trump, Mike Pence, même aussi Kamala Harris lors de la présidence de Joe Biden. Ceci dit, c'est pas la première fois qu'on a un vice-président qui est plutôt actif, surtout sur la scène internationale. On n'a qu'à penser évidemment au vice-président de George W. Bush, Dick Cheney, que plusieurs affirmaient était celui qui dirigeait essentiellement la politique étrangère de son administration. Ceci dit, là, ça fait à peine un mois et demi là, que Trump est au pouvoir et vous avez raison, J.D. Vance, son discours à Munich, son rôle au sein de la réunion au Bureau ovale, c'est assez unique. Il faut aussi souligner que c'est peut-être un genre de contrepoids parce qu'au niveau domestique, on dit souvent, les méchantes langues vont vous dire que c'est Elon Musk qui est le vice-président, ou peut-être même le président parfois américain qui est très présent, très visible évidemment sur les réseaux sociaux, mais aussi en personne. Vous savez, lors de la réunion du cabinet de Donald Trump à laquelle M. Vance avait participé, c'était Elon Musk qui avait quand même, cette semaine, là, qui avait été à l'avant-plan, si on veut. Donc, la scène internationale, ça permet à J.D. Vance de s'impliquer un peu plus dans son rôle dans l'administration Trump. Donc, de ce côté-là, je pense que c'est quand même quelque chose à souligner. Antoine, au Canada, ce qu'on surveille beaucoup, c'est ce qui va arriver mardi avec la possible entrée en vigueur des tarifs douaniers. Là, d'ailleurs, on entendait, c'est hier Donald Trump qui disait qu'il lance une enquête au sujet du bois d'œuvre aussi, parce que ça pourrait être sa prochaine cible dans le cadre d'une guerre commerciale avec les États-Unis. Mais bon, pour ce qui est de mardi, là, toujours aucun signe pour savoir si on va revivre ce qu'on avait vécu le mois dernier, quand on avait eu finalement un délai d'un mois. Impossible de savoir ce qui va vraiment arriver. C'est ça, c'est impossible de le savoir. On pourrait s'en parler dans 2 jours. La dernière fois, c'était un sursis à la toute fin qui avait été arrivé, donc un délai de quelques semaines. Est-ce que ça pourrait se produire encore une fois? Tout est possible. Avec Donald Trump, souvent, ces décisions sont prises, semble-t-il, un peu à la dernière minute, comme ça. Ceci dit, tout semble indiquer que ces tarifs douaniers vont être instaurés cette semaine.
Mais certainement, écoutez, on pourra s'en parler la prochaine fois. On ne sait pas est-ce que ça va être exactement les mêmes tarifs qu'il avait annoncés, est-ce qu'il va y en avoir d'autres, le bois d'œuvre, l'aluminium, etc. Ça reste à voir. Mais le même jour, mardi, en soirée, Donald Trump doit s'adresser aux deux chambres du Congrès. Ça va être son premier discours devant les parlementaires depuis sa réélection. Il y a un contexte de dissension très forte des démocrates avec ce qui s'est passé dans les dernières semaines. Mais bon, je comprends évidemment, personne à ce point-ci n'a le texte de son discours, mais quand même, à quoi peut-on s'attendre peut-être de Donald Trump? Ben, écoutez, c'est la tradition à chaque printemps. Bon, c'est pas un discours en guillemets de l'État de l'Union parce que c'est son premier discours. Donc, comme vous le mentionnez, c'est un discours à une session jointe du Congrès. Je pense que d'une part, il va évidemment il va se féliciter d'avoir décrété plusieurs ordres de décrets présidentiels, donc sur la question des immigrants, par exemple. Et donc, il va donner une liste de tout ce qu'il a accompli. Mais je pense qu'il va se tourner rapidement, j'imagine, pour tenter de convaincre ses propres collègues républicains au Congrès d'adopter son gros projet de loi. Parce que c'est ça là, qui s'en vient dans les prochaines semaines, c'est la question du budget, des dépenses, il y a aussi le plafond de la dette. Ce sont des grosses décisions qui doivent être prises au Congrès. Ça a commencé là, cette semaine avec un vote à la Chambre des représentants. On l'oublie un peu parce que l'attention, elle est elle est portée sur ce qui se passe à la Maison-Blanche, mais de l'autre côté de l'avenue de la Pennsylvanie, Pennsylvania Avenue, c'est le Congrès et il y a des gros projets de loi sur les dépenses. Vous savez, d'ici quelques semaines, il pourrait y avoir même une fermeture du gouvernement fédéral, un fameux shutdown si le Congrès n'arrive pas à s'entendre. Donc, je pense que ça, il va en profiter pour tenter un peu de tordre le bras, si on veut, là, politiquement, aux républicains plus conservateurs, aux plus modérés, de tenir les rangs et de voter, d'entériner son gros projet de loi budgétaire. Intéressant, d'autant plus que l'économie, le coût de la vie demeure toujours la priorité des Américains en ces temps-ci. Alors, Antoine Yashinaka, c'est très intéressant. On va garder ça en tête, justement, en prévision de mardi, le discours et la possible entrée en vigueur des tarifs également. Merci beaucoup. Bon dimanche. Au revoir.